Bien, bon week-end à tous, puisque nous sommes déjà vendredi. C'était hier mi-carême, je sais ça. Malheureusement, il y a eu encore des incidents, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Alors, c'est le BMG, comme tous les vendredis, avec nos confrères, oui, notre consoeur habituel, Jacques Dancal, qui arrive. Il est en train de se garer à Jarry. Olivier Lancien, qui est déjà là, bonjour. Priscilla, qui est là. Bonjour. Bonjour, elle n'est même pas en retard aujourd'hui. Et exceptionnellement aujourd'hui, pour la première fois, nous avons un confrère de la Martinique, Jean-Philippe Merde, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Il est en direct de Fort-de-France. C'est l'un des journalistes du journal Justice, le journal qui est centenaire. Aujourd'hui, donc, on va parler, on va parler du chute, non, du CHU, où il y a des nets en ce moment. On parlera des municipales de Sainte-Anne particulièrement. C'est parti. Et puis, vous savez que les Gougies, ça a été annulé aussi. Donc, le match est reparti, mais il y a un match fraternel à Sainte-Anne. On va en parler. La Guadeloupe est en gold. Oui, totalement. On l'a fait. L'éducation après la grève, c'est la trêve, jusqu'à la mission qui est prévue. Et donc, on commence par une mauvaise nouvelle, malheureusement, ça arrive. Nous avons appris, en arrivant ici dans le studio, le décès de Frédéric Montin. Frédéric Montin, c'est un avocat guadeloupéen, nationaliste, qui a été proche, même membre de l'UPLG. Il a été à tous les procès des patriotes guadeloupéens et nous venons d'apprendre son décès. Il repose en paix, comme on dit, et on aura l'occasion d'y revenir, puisque Frédéric Montin était très très connu en Guadeloupe, et surtout il a fait une carrière aussi en France. Alors, je disais donc, je continue, oui, on va recevoir Patrick Nérigny un peu plus tard, et Véronique Réveillé, qui est la secrétaire de Caribut, bien sûr, on parlera de Caribut. Je peux parler de Caribut un peu quand même? Ah ben oui. Oui, quand même, oui. Un petit peu, pas beaucoup. Un petit peu, pas beaucoup. Bon, alors, on va commencer par le CHU. Que se passe-t-il au CHU depuis ça 15 jours déjà? Pas de net, pas d'Internet, et je pense que les syndicats ne sont pas contents. J'ai vu un communiqué de presse sorti par l'UTS-UGTG disant que finalement, c'est pas surprenant. Est-ce que ça veut dire que le CHU est en position actuelle, il est en train de disparaître progressivement, alors que c'est le moment où il va basculer? Mais j'ai même pu comprendre, d'après un autre communiqué que j'ai vu de la CGTG, que même sur le prochain CHU, les dettes sont encore lourdes, rien n'a encore été réglé. On commence par toi. Le CHU, effectivement, c'est un dossier un peu compliqué, complexe de la Guadeloupe. Je suis persuadée que les personnels font vraiment de leur mieux avec ce qu'ils ont. Le bâti souffre. Depuis l'incendie, tu veux dire? Je pense que déjà, avant l'incendie, le bâti souffrait. Les process sont compliqués, je pense, à mettre en place dedans. Faut pas. Je pense que là, c'est l'heure de la bienveillance et plutôt de trouver des bonnes solutions. Je sais aussi que, en revanche, peu importe la manière dont on gère ça, il faudra faire très attention parce que, par exemple, André Atala, notamment, est très engagé sur le combat de faire en sorte qu'on ne démarre pas l'occupation du nouveau CHU avec le passif de l'ancien, pour faire en sorte que... Enfin, quand je parle de passif, je ne parle pas de finance, je parle de méthode de fonctionnement, méthode d'organisation, pour justement faire en sorte que ce gros chantier fonctionne. Donc, il faut prendre les choses, essayer de prendre les choses avec bienveillance, savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, et faire en sorte de trouver les bonnes solutions. Je pense que ce n'est pas la peine de taper sur le CHU plus que ça. C'est même pas la peine de taper sur une ambulance, c'est bien le cas de le dire. Alors, je demande à notre confrère de la Martinique, Jean-Philippe Merde, est-ce que en Martinique, le CHU martiniquais fonctionne bien? Alors, il y a des problématiques en Martinique, notamment aux urgences. Il y a énormément de syndicats qui utilisent ces difficultés pour exprimer leurs revendications. Il y a un problème d'accueil, un problème de brancard, il manque des fois de la place. Voilà, il y a aussi un problème de vétusté du bâtiment. Oui. C'est vrai que c'est un bâtiment assez ancien, donc effectivement, il y a les mêmes difficultés en Martinique. Malheureusement, on attend toujours des subventions, on attend toujours de l'aide de la France, parfois. Il n'y a pas de reconstruction prévue, il n'y a pas de nouveau CHM en Martinique de prévu comme chez nous, non?
Non, il y a plus des rénovations de certains bâtiments. Il y a eu récemment un bâtiment qui a été un petit peu rénové, mais Oui, je me souviens. ça ne représente pas l'intégralité du bâtiment. Oui. Alors, Olivier, tu penses que que le nouveau CHU sera mieux loti quand même que l'ancien? Ah, On peut espérer ça. On peut au moins c'est espérer déjà ça. un bâtiment plus neuf, mais c'est une période charnière là en ce moment entre l'existant, le CHU qui est à Pointe-à-Pitre, et le nouveau CHU qui est aux Abîmes, parce qu'il faut balancer le CHU dans les nouveaux locaux. Est-ce qu'on va maintenir un fonctionnement, en tout cas optimum, dans les bâtiments qui vont être désaffectés? C'est la grande question. Mais c'est un hôpital. Il faut maintenir un minimum pour qu'il n'y ait pas de catastrophe humaine dans les soins. Donc il faut quand même maintenir les deux. C'est une équation complexe qu'il faut résoudre surtout. Parce qu'en ce moment, les urgences, tout ça, ça fonctionne plutôt mal, puisqu'il n'y a pas d'informatique, pratiquement pas. Et je me demande même comment ils vont reprendre, Jacques. Déjà, il ne faut pas être surpris de la situation. À partir du moment où on construit un nouvel hôpital, dans toute la France, c'est comme ça. Il y a toujours 2-3 ans de retard sur la livraison, sur les dates prévues. Il devait être livré en 2025 ou 2024 2024. 2024. On devait avoir déjà une marche blanche, etc. Donc, en fait, les délais, c'est normal. C'est toujours très long. Pour un tas de raisons techniques, les délais ne sont jamais respectés en France, pour quel que soit l'hôpital. Donc, ça veut dire qu'on sait qu'on aura, comme le précisait tout à l'heure Olivier, il y a une période charnière pendant laquelle il faudra fonctionner en attendant que l'autre ouvre avec des difficultés, en sachant que l'hôpital actuel avait déjà de grosses difficultés, pas seulement financières, mais techniques. Le bâtiment était déjà en mauvais état, il y avait des tas de choses à faire. Ça veut dire que pendant cette période-là, il n'est peut-être pas trop tard, il faut considérer qu'on est en situation de crise permanente, parce que l'informatique, c'est un exemple de choses qui sautent à ce moment-là. Vous savez, quand tout va mal, l'informatique saute, après ce sera l'électricité, après ce sera l'eau, après... Voilà, c'est ça. Donc il faut se dire que c'est une situation de crise qu'il faut gérer jusqu'à ce que le nouvel hôpital, non seulement ouvre, mais soit en capacité d'accueillir tout le monde. Parce que c'est une zone... Sur le tract de l'UGTG, Perrin, sur le nouvel hôpital, c'est des 20, il n'est même pas 7. Ils ont pas tort, parce que c'est 20 000 passages, c'est une route encombrée, etc. C'est neuf, donc ça veut dire qu'il faudra une période de rodage. Mais ça veut dire aussi, moi, il faut le dire... Tu veux être optimiste, voilà. Oui, et puis il faut le dire, comme le disait tout à l'heure Priscilla, il faut lire les informations de l'ARS aussi entre les lignes. Quelque part, il faut s'attendre à une période de difficulté. Encore oui, même à l'ouverture. Ça veut dire que la situation est difficile maintenant. Il ne faut pas se dire que tout ira bien. Olivier le disait tout à l'heure, tout n'ira pas bien tout de suite. Mais simplement, il faut aussi se rappeler que c'est beaucoup de prévention qu'il faut. C'est-à-dire que autant que possible, ne pas encombrer les urgences tout le temps, être certainement un peu plus tolérant avec les soignants, parce que tous ces gens qui travaillent là ne sont pas inconscients. Depuis 2021, c'est dur. Voilà, il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Je crois que notre devoir, c'est de soutenir tous ceux qui, justement, sont là au chevet des personnes. Mais les soutenir, c'est aussi ne pas y aller inutilement. Ne pas encombrer, faire attention aussi, être prudent, qu'on dit aux gens d'être prudents sur la route parce qu'on a une forte accidentologie. Beaucoup de gens finissent à l'hôpital. C'est pas seulement pour des maladies longues, mais c'est souvent aussi parce qu'il y a des accidents. C'est ça qu'il y a aux urgences. Oui. Ce sont les bagarres, ce sont les accidents de voiture, ce sont les accidents domestiques. Et là aussi, je pense qu'il faut qu'on soit prudent. On n'est pas si mal loti que ça en Guadeloupe en ayant autant de soignants volontaires pour faire leur boulot. Soutenons-les et essayons nous aussi de... Parce que ça n'arrangera rien qu'on se plaigne. On va nous mettre peut-être un hôpital de campagne, c'est tout ce qui sera fait. Évitons d'être malade. Alors, il faut juste aussi éclairer aussi ce que Olivier disait. Entre le moment où on a permis au nouvel hôpital de démarrer, on a commencé le chantier et aujourd'hui, sur le plan national, il y a énormément de choses qui ont changé et qui feront que la vie du nouvel hôpital, indépendamment de la bonne volonté des soignants ou même des élus, sera très compliquée. N'oublions pas que l'état de notre hôpital reflète l'état des hôpitaux public français. Oui, d'accord. Bon, alors, je retourne à Martinique volontairement parce que à la une de justice, on verra tout à l'heure
la courbe, c'est Valls et après, un pays qui mérite un traitement de choc. Alors, Jean-Philippe, moi je voulais poser une question parce que j'ai vu beaucoup de communiqués apparaître. On a l'impression que le passage de Valls a créé une espèce de trouble, entre guillemets, dans la gauche martiniquaise, du PPM, etc. Qu'est-ce qui se passe? J'ai même vu que M. Adjao, qui était un ponte du PPM, a démissionné. Que se passe-t-il comme ça en Martinique après Valls? Tout le monde Valls? Non, concernant la démission de M. Ajar n'a rien à voir avec la visite du ministre. C'est des idées, c'est-à-dire que M. Ajar, un ancien député qui a récemment été battu justement par Béatrice Bellet lors des dernières législatives, il y a un manque de... Il y a, on va dire, un petit peu de disparité entre la tête du PPM et puis Johnny Ajar. Il y a eu beaucoup de passes d'armes, il y a un manque de reconnaissance. Et on a vu beaucoup d'anciens membres du PPM s'en aller à cause de ça. Enfin, oui. C'est ce qui revient régulièrement, c'est pas moi qui le dis. C'est ça qui revient régulièrement. On a vu, par exemple, Mme Concon, on a vu récemment Johnny Ajar. C'est pas forcément sur des idées politiques, c'est vraiment des idées de place et de hiérarchie, j'ai envie de dire. Ensuite, concernant la visite de M. Valls, c'est vrai que ça a causé... Enfin, il a eu des propos, comme quand il parle de projet martiniquais, il a eu des propos qui ne sont pas passés partout, notamment auprès du président du conseil exécutif. Il a dit bienvenue chez toi, c'est ça? Voilà, c'est exactement comme ça qu'il l'a accueilli. C'est déjà cette réaction-là il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux par rapport à cette phrase, mais bon. Et donc, logiquement, M. Valls a eu des propos qui n'ont pas plu aux gens qui dirigent le pays depuis plusieurs années. Il a notamment évoqué le manque de... Enfin, M. Letchimy a notamment parlé d'un manque de 1,5 milliard d'euros de manque d'investissement de la France pour justement les AIS. Donc, ce sont les aides sociales, les aides individuelles sociales. Tout ça, M. Letchimy a tenté d'expliquer d'où venaient ces problèmes, notamment à cause d'un manque à gagner, d'un manque d'investissement de la France, vu que le taux des aides attendues en Martinique a beaucoup augmenté entre 2004 et 2025, en 20 ans, par rapport au fait que la population vieillit, qu'il y a un changement les infrastructures aussi ne sont plus adéquates. Donc voilà, tout ça, mais manque. Il y a beaucoup de manque justement de l'investissement de l'État. Donc c'est ce que on va dire la gauche, le PPM, il n'y a pas que le PPM à gauche, hein, mais c'est ce que le PPM justement a reproché à Manuel Valls. Alors, j'ai quand même vu quelque chose de particulier, c'est que les deux députés, Nilor et Nadeau, ont pratiquement acclamé l'arrivée et la visite de M. Valls. Et je sens qu'avec le dernier communiqué du PPM, qu'il prend un peu de distance. Alors, ça veut dire que du côté de la gauche, plus gauche, entre guillemets, même Nilor est indépendantiste, Nadeau n'est pas loin, on acclame l'arrivée de Valls, et du côté du PPM, on est un peu plus tiède. C'est pas qu'ils acclament l'arrivée de Valls, c'est que l'arrivée de Valls, en tout cas de ce qu'il dit, ça ouvre le champ de certaines possibilités, puisque la Martinique, nous sommes dans un cadre législatif qui nous force à dépendre des actions de l'État pour pouvoir se développer, tout ça. Donc la visite de Valls, c'est pas une réjouissance en soi, mais elle permet quand même d'ouvrir le champ de certaines choses. D'accord. Bien, alors on va revenir en Guadeloupe puisque les municipales ont débuté pratiquement avant l'heure, j'ai l'impression. Alors il y a quand même un duel qui me paraît bizarre. Je vais demander à Jacques de nous en parler puisque je sais qu'il suit de près ce genre de choses. Baptiste contre Baptiste à Sainte-Anne, c'est jouable? Personnellement, je n'y crois pas parce que la situation est un peu compliquée. Je serais surpris que Christian Baptiste veuille abandonner. Mais il est en train de pousser une personne, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Mais
il y a certainement un peu d'eau dans leur vin, mais, globalement, on sait sur le terrain que Franck Baptiste, son frère, était quelqu'un de très impliqué sur le terrain. Et c'est lui qui tenait... il était en prison. Voilà, et c'est lui qui tenait le parti local qu'ils avaient créé, le Phare. C'est lui qui le tenait. Il a une forte popularité. Il a toujours fait beaucoup de terrain. Et le désaccord qui était intervenu à un moment donné sous la succession, je pense que c'est une affaire qui est déjà réglée dans le temps. Franck est bien installé. Et ça ferait désordre que Christian veuille soutenir quelqu'un d'autre. C'est le risque que quelqu'un de l'opposition passe dans ces conditions-là. Parce que je ne pense pas que les Saint-Anais sont intéressés par une guerre de fratrie, une guerre fraternelle. Donc, certainement, il y a un problème de positionnement peut-être sur le reste. Et puis, Christian l'a toujours dit, il n'est pas fâché avec son frère dans la réalité familiale. En politique, pas ni famille, je crois. En politique, pas ni famille. Mais je crois qu'en politique, ce sera un peu compliqué. Peut-être pas très bien vu par les Saint-Anais aussi, parce qu'il est quand même député, il l'a voulu. Il est élu. Revenir pour chasser ce serait très étonnant. Ce ne serait pas la première fois qu'on verrait ce genre de choses en Guadeloupe. Ça s'est fait à Bémaro, je crois. À Bémaro, oui. Mais bon, là, c'était une affaire de couple. Mais c'est différent, là. C'est différent. Je pense qu'il y a un problème de positionnement, parce que chacun cherche à avoir le poids qu'il a dans la commune. Mais on espère qu'ils ne vont pas arriver à ça. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Non, mais pour l'instant, j'ai vu que Christian a organisé une manifestation. Il est en train de pousser madame, je ne me souviens plus de son nom. Comment Courriol. Qui était déjà sa candidate. Donc ça veut dire que le combat se prépare vraiment. Le combat se prépare. C'est certainement la dame ira peut-être, mais je pense que ce sera difficile de déloger le maire en place. Ah, tu veux dire que le combat est perdu d'avance pour Christian, c'est ce que tu es en train de dire là? Peut-être pas pour Christian, mais pour sa candidate, parce que ce n'est pas lui qui va. Parce que si c'est lui qui allait, peut-être ce serait peut-être différent. Parce qu'il a quand même été le maire et il n'a pas été un mauvais maire. Je pense que les Saint-Anais en étaient quand même relativement contents. Il envoie quelqu'un d'autre, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand on envoie une femme en première ligne, quand on dit derrière un homme, il y a toujours une femme. Là, si derrière la femme, il y a un homme. Oui, alors moi j'ai plutôt tendance à dire, surtout en Europe, c'est quand on envoie un noir ou un indien, c'est que c'est mort. Donc le Premier ministre britannique, c'est un indien, on est sûr c'est foutu. Mais non... Le président du parti maintenant est une... C'est vrai. Oui, absolument. Non, je partage un peu l'avis de Jacques, parce que je pense que pour les électeurs, ce serait difficilement lisible en fait. Aucun des deux n'aurait à gagner de cette affaire. Oui. Aucun des deux ne s'en sortirait vraiment de cette affaire. Parce qu'en réalité, le temps où il a été maire, Franck Baptiste, c'est un maire hyperactif. Il est sur tous les fronts, il est sur le terrain, il occupe le terrain. Justement, je pense, pour pouvoir faire oublier un peu le passif et puis installer son équipe. Il est bien entouré. On dit que, bon, voilà, mais il est très bien entouré. Oui. Il est entouré de gens qui sont aussi actifs que lui sur le terrain. Il a même récupéré Cancel qui était avec son frère, d'ailleurs. D'ailleurs, oui. et en fait, pourquoi? Je pense que le jeu politique fait qu'on envoie quelqu'un, oui. Mais le résultat politique de cette opération, il n'est pas très intéressant en réalité. Il n'est pas très intéressant parce que je pense qu'aucun des deux, là, politiquement, n'a quelque chose à tirer de se chasser, mais oui. Plutôt de s'unir un peu, parce que l'un est un bon député, je crois qu'il a un bon appui sur sa circonscription, l'autre est plutôt vu comme un bon maire, se tirer dans les pattes... il n'y aurait rien à en tirer, vraiment. Je signale quand même que Diana Perron se présente. Hein. Oui, alors, mais il y a aussi Christian Baptiste a aussi un petit problème, c'est-à-dire que ce n'est pas lui, a priori, le traître. Donc, ce serait gênant qu'il trahisse, la personne qui l'envoyait. Oui. Je pense qu'il a quand même un devoir aussi de soutien d'une personne qui veut y aller, qui est dans l'opposition. Donc, à la limite, c'est de bonne guerre qu'il le fasse, mais au moins pour son image, ce serait gênant qu'il dise à la dame, écoute, c'est déjà fini. Tomber, c'est mon frère. Ouais. Donc je pense que c'est peut-être malvenu. Donc, Olivier, tu penses que ça va se calmer? Ça se calmer, non, il y aura un premier tour. Oui. En fait, je vois ça plus comme une primaire, entre les deux frères. Christian Baptiste est à la tête d'un parti politique, il ne peut pas se dédire des 3 dernières années. Donc il est obligé
de soutenir Mme Lydia Couriol comme tête de liste de sa liste, de la liste de son parti. Donc il y aura sans doute une primaire de premier tour à la municipale. Alors imaginons un peu qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale en France. Et que Baptiste, qui est député à ce moment-là, ne soit plus député. Ah, ça c'est c'est un autre scénario. Enfin, c'est de la politique fiction. Mme Carabine ne le soutienne plus. Oui, que Mme Carabine ne soutienne plus. C'est de la politique fiction, mais en fait, c'est une réalité. Ça peut arriver. Mais on sait très bien comment ça se passe dans ces cas-là. En général, la personne que vous avez soutenue, mais qui a perdu, mais vous êtes un peu gêné, c'est toujours pareil. Les gens, bon, vous voulez aller quand même, mais pas de problème, on va vous en dire, vous nous couvrez qu'à y passer. C'est un peu ça. Les gens, oui, ça nous est pas allé là, mais après ça nous est dit. C'est ça. Juste un petit mot, Jean-Philippe, à Martinique, au niveau municipal, ça commence à bouger aussi? Ça commence à bouger, mais un peu plus en interne. Hein. On n'a pas vraiment de personnes qui ont déjà clairement indiqué leurs intentions. La guerre risque de gagner la mairie de Fort-le-France? C'est une question difficile. On va voir. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre. Il y a des candidats qui ont quitté récemment aussi la municipalité, qui ont émis le souhait de vouloir se présenter. Ça va dépendre bien sûr du peuple, parce qu'on connaît quand même historiquement la place du PPM à Fort-de-France. C'est quand même des années et des années de fidélité. Juste un dernier petit mot avant la pause. Marie-Jeanne, c'est fini définitivement, il ne se représentera plus. C'est fini, Marie-Jeanne. Ah, je ne crois pas. Je ne pense pas que Marie-Jeanne pourra se représenter. Même pas arriver au pilote, non? Non. Je ne pense pas. Non. Ok, bien, il est toujours 56. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure. On a encore 2 ou 3 sujets à parler. On va parler football avec les Gaules. La Martinique a perdu devant Suriname. Bon, enfin, on va en parler tout à l'heure. Et on parlera d'éducation, de la grève et la trêve. À tout de suite. Samedi 5 avril au WTC à Jarry, l'Appel Académie de Guadeloupe vous invite au colloque La famille connectée, comment éduquer à l'ère de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux. Les écrans font partie de nos vies, mais qui contrôle qui? Venez répondre à cette question le samedi 5 avril avec notre plateau d'experts au WTC à Jarry. Prenez votre place. Samedi 5 avril au WTC à Jarry, l'Appel Académie de Guadeloupe vous invite au colloque La famille connectée, comment éduquer à l'ère de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux. Les écrans font partie de nos vies, mais qui contrôle qui? Venez répondre à cette question le samedi 5 avril avec notre plateau d'experts au WTC à Jarry. Prenez votre place. Nous sommes de retour avec nos confrères et notre consoeur Jacques Dancal est là, Olivier Lancien est là, Priscilla Roumain est là et Jean-Philippe Meurthe est en direct de Martinique grâce au numérique. Et on va faire la revue de presse, la revue des unes, pas la revue de presse, c'est des unes. C'est parti avec le premier numéro journal, ce sera quoi? Tu me fais... Ah, je vois pas. Oui? Il n'y a toujours pas d'airbag en stock. C'est France Antilles. Ah, France Antilles, oui. Alors, il n'y a toujours pas d'airbag en stock, le problème se pose. Et
Je vois aussi la fête du crabe qui débute à la une de ce journal. Ah, le CHU montre ses limites. Voilà, François Antilles. La suite, après, nouvelle étincelle, Vanuel Valls en Guadeloupe, les promesses n'engagent que ceux qui n'y croient. Qui y croient, bon, ben ça, c'est pas une nouveauté, c'est vrai. Qui c'est qu'on voit? Ah oui, il était à Sainte-Rose. Ensuite, le budget du département voté à l'unanimité. Ça mérite quand même un petit commentaire, Jacques. Le budget de l'OSBAR voté à l'unanimité. Mais ça fait un moment que le département est dans une vitesse de croisière s'agissant de ses finances. Hein, ouais. Ça se passe relativement bien. Alors, il faut quand même rappeler que les deux assemblées n'ont pas les mêmes contraintes. Le département a quand même beaucoup d'obligations, donc avec beaucoup de dépenses sociales surtout, et beaucoup de dépenses fléchées. Il y a 42 collèges, vous avez les dispensaires, vous avez l'aide à l'enfance, la MDPH pour les handicaps, là. Non, le RSA, il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà fléchées. C'est une vieille institution qui a déjà un rythme de croisière quand même relativement connu. Ce qui n'est pas le cas du Conseil régional qui a finalement qu'une dépense obligatoire sont les lycées. Il y en a 22, c'est vrai, mais tout le reste, il y a beaucoup d'initiatives. La région est à l'initiative. Les difficultés ne sont absolument pas les mêmes. Mais oui, mais politiquement, est-ce que ça arrange l'OSBAR que son budget ne soit même pas contesté par le PS ni par le pays Guadeloupe? Mais bien sûr, je pense que n'importe quel élu qui est à la tête d'une collectivité est content d'avoir un budget qui n'est pas contesté. Ça veut dire que quelque part, on a des objectifs qui sont tenus, un budget qui est relativement bien géré. Bon, a priori, ça, bien sûr que ça l'arrange, ça le met dans une situation extrêmement confortable pour les mois, on va dire mois à venir, pas les années, les mois à venir. Les semaines à venir. Politiquement, puisqu'il y a quand même des élections à l'horizon, quand même. Le GIECR se renforce. Ah oui, le GIECR se renforce, c'est certain. En tout cas, Guy Losbar, lui, se renforce avec son équipe à la tête du département. Le GIECR, il est ce qu'il est. Hein. Il y a des gens, c'est un peu compliqué ce parti-là en ce moment, parce que on n'est peut-être pas d'accord dedans, mais globalement, en tant que président de collectivité, il est clair que le département a fait d'énormes avancées dans tous les domaines de sa compétence, et même au-delà d'ailleurs, parce qu'on a vu quelquefois des choses qui étaient un peu plus de la région dans lesquelles le département intervenait, mais globalement, il faut reconnaître, s'agissant en tout cas des chiffres et des documents officiels, que c'est une institution qui se porte relativement bien. Donc c'est le futur président de région? Alors ça, je ne sais pas. Je pense que ça sera les semaines, les années, les semaines à venir qui nous diront. C'est dans 2 ans. Oui, donc les 2 années nous le diront. Cela dit, je crois que quand même, on a un président du département qui a très très bien compris l'avantage d'être là où il est. Qui sait que là où il est par rapport aux temps qui sont à venir, c'est parfait, puisqu'il a un rôle de proximité, il a un rôle d'aide, de soutien. D'ailleurs, ça fait 1 an qu'il rend beaucoup plus visibles les aides du département, puisqu'elles n'étaient pas lisibles. On sait que le département, c'est le RSA, la MDPH, etc. Mais il y a tout un tas de petits dispositifs que personne ne connaît bien, qu'il essaye de mettre en avant. Il est sur TikTok, il est sur les réseaux sociaux, il crée de nouveaux formats pour mieux communiquer. Donc, on a clairement quelqu'un qui a... un bon communicant derrière, hein. Sans aucun doute, sans aucun doute, mais en tout cas, il l'écoute, parce qu'on peut avoir une très bonne équipe et en faire qu'à sa tête, mais en tout cas, il l'écoute, même dans son discours, il est rigoureux et il est toujours très constant. Ouais. C'est-à-dire, nous, on travaille, il faut réfléchir. Il a lancé un concept nouveau, le papillon. Déjà, il s'identifie extrêmement bien, ce qui est toujours très bien en politique, parce que je crois que c'est quelque chose que les électeurs ont toujours un peu en tête, c'est-à-dire, l'Osbart qui a dit ça, qui a fait ça, etc. Ouais. Donc, pour le moment, comme son budget, normalement, ça roule. On le reçoit souvent à Guadeloupe Premier avec Olivier. Qu'est-ce que tu penses du personnage? Politiquement, il a des chances au régional prochain ou bien? Alors, tout va dépendre de la campagne, des suites et des éléments qui vont se passer dans les semaines, dans les mois qui viennent. De toutes les manières, le GUSR, comme il le dit souvent, c'est un parti politique. Et un parti politique, ça va aux élections. Donc, ils sont bien installés quand même. Ils sont très bien installés. Ils gèrent pratiquement la moitié des communes.
le département. Ils ont un sénateur, vice-président du Sénat. Ils ont aussi plusieurs autres élus. Donc c'est un parti bien implanté qui entend rester le parti majoritaire. Au-delà, le conseil départemental, ça a toujours été l'assemblée du consensus. Déjà sous Jacques Gillot, c'était l'homme du consensus, Jacques Gillot. L'homme du consensus qui arrivait à faire passer ses budgets sans trop de discussion. Madame Borel, l'incertain aussi, était dans la même veine. Et Guy Losbar a poursuivi. Donc, c'est, comme disait Priscilla, j'allais dire, Guy Losbar, il tient sa place. Jean-Philippe. Il arrive aussi à éviter des sujets à problème. Sur Sur l'eau, par exemple, où c'est quand même un peu casse-gueule en ce moment. Les déchets, c'est pas tellement mieux. Il y a actuellement un gros conflit sur le choix des structures qui seront prioritaires pour gérer notamment le CIVAD ou Sinoval. Il y a quand même des situations difficiles. Et même sur le RSA, le transfert, l'inscription obligatoire des gens du RSA au département, là aussi, sa communication est très bonne parce qu'il réussit à éviter ces sujets-là qui sont dangereux. Des sujets épineux européens. C'est la région, voilà. Et il ne tombe pas avec le dérapage des amis. Des amis, voilà. Donc ce sont les autres qui se payent ces désagréments-là. La une de justice. Alors, la une de justice, Valls, et après, un pays qui mérite un traitement de choc. Alors, Jean-Philippe, moi, j'ai envie de vous poser la question. En Martinique, vous êtes en avance sur nous, puisque vous avez déjà l'Assemblée unique qu'on n'a pas. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que tout le monde est satisfait aujourd'hui en Martinique? Et j'ai cru comprendre que Letchimy ne voulait pas se représenter. Finalement, il ira ou il n'ira pas? Alors, lors d'une récente interview sur une radio en Martinique, effectivement, M. Serge Letchimy a dit que 35 ans de politique, c'est bon. Oui. Donc, je suppose qu'avec toute cette... M. Letchimy dit que le PPM est toujours uni quand même, malgré tout ce qui s'est passé récemment. Donc, je pense qu'il y a quand même une succession qui pourrait être là. Je n'ai pas encore de nom, je n'ai pas encore vu quel nom ou pas. Sinon, la collectivité, bon, il y a quand même une certaine, on va dire, une désunion avec la population. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la population n'est pas forcément informée des rôles et des missions de la CTM. Des fois, ils confondent les missions de la CTM avec celles de l'État ou bien celles des municipalités. Oui. Donc, c'est vrai que c'est le travail de nos journalistes d'informer les gens et de leur dire clairement qui fait quoi. Parce que, voilà, ça crée une désunion. Donc, concernant la future collectivité unique, les futures élections, voilà, on a les partis, comme d'habitude, l'actuel parti de l'opposition qui est le Grand Assemblée, qui regroupe notamment le Parti communiste, le mouvement indépendantiste martiniquais et le Palima. Il y a aussi la Martinique Ensemble, la sénatrice Catherine Conconne. Il y a le mouvement PIA aussi, qui commence à lui aussi prendre un peu plus d'ampleur. Et puis à la majorité, l'alliance avec le PPM, je pense que... Aujourd'hui, bien sûr, je pense que ce sont les 4 partis, les 4 forces politiques qui sont bien instaurées en Martinique. Donc, on va dire que les prochaines élections pourront se jouer entre ces partis-là. Après, comme on a 2 députés qui sont par exemple à la tête de PIA, je crois qu'un député ne peut pas être président de collectivité également, pareil pour un sénateur. Et donc, même pour la Martinique Ensemble, le parti de Catherine Conconne, qui est elle-même sénatrice, peut-être qu'elle ne pourra pas se représenter. Donc, franchement, on est dans l'attente des noms, toujours. Alors, Jean-Philippe, restez là, puisqu'on va parler de football. Les 2 dernières fois où la Guadeloupe a rencontré les Guadeloupe, ils ont rencontré la Martinique, on a été battus. C'est bien ça, toi qui es spécialiste. Et subitement, là, Suriname, la Guadeloupe, il a gagné le Suriname, il me semble, non? Non. Oui, ils avaient gagné le Suriname. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Madininas, les Madininos? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Madininos, bon, alors il y a beaucoup de joueurs qui sont en Europe. Ils sont arrivés en retard lors de la préparation. Mais c'est vrai que techniquement, le Suriname était au-dessus de la Martinique. Ils ont eu un plan de jeu beaucoup plus établi.
je pense aussi qu'il y a une différence d'expérience, hein, parce qu'il y a des joueurs du Suriname, il y a beaucoup plus de joueurs du Suriname qui évoluent en Europe. Donc je pense que tout ça, ça joue un peu dans l'élimination de la Martinique. Ça joue beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs surinamiens en Europe. Alors personnellement, moi je suis un peu un défenseur, on va dire, des joueurs locaux. J'aimerais voir une sélection avec plus de joueurs locaux, des joueurs qui jouent en Régional 1, par exemple. Après, c'est mon avis. Pourquoi? Parce qu'il y a des joueurs qui sont... En fait, la population se déplace au stade, donc en étant de vrais supporters, ce fameux 12e homme, ils ont plus de joueurs auxquels se représenter que certains joueurs qui évoluent dans des championnats... de seconde zone en Europe, hein, sans manquer de respect, je tiens à préciser ça. Voilà, donc je pense que ça peut ramener aussi plus de monde au stade, plus de supporters, plus de bruit, et avoir vraiment le sentiment de jouer un match en Martinique. D'accord. Alors, on va demander à notre spécialiste de football. Mais oui, Priscilla. Alors, est-ce que la victoire des Guada Boys t'a surpris? Alors... Non, après avoir vu le match, parce que j'ai assisté au match. Oui. C'est vrai que quand j'en parlais avec des amis, on avait une équipe du Nicaragua qui aurait pu faire peur, avec un entraîneur très solide, mais étrangement, la sélection, 2 fois, passe complètement à côté de l'exercice. C'est vrai. Il passe à côté une première fois en Guadeloupe, où ils perdent systématiquement les duels. Quand ils sont physiquement confrontés aux Guada Boys, ils perdent les duels. Et puis, attention, alors qu'ils le savaient, ils semblent surpris par une défense quand même assez solide. Une défense vraiment solide des Guada Boys, avec quand même l'envie de se projeter vers l'avant. Donc finalement, on se rend compte que le plan de jeu, en tout cas la stratégie mise en avant par Angloma lors des rencontres, enfin lors des conférences de presse, les gars, ils y sont. Ils y sont. C'était pas la beauté du jeu, mais c'était l'efficacité. C'est ce qu'a relevé d'ailleurs Figueroa. Il a dit, nous, on a vu la Guadeloupe jouer, on s'attendait à du gros jeu. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est pas du tout ce jeu-là. C'était de l'utilité, oui, mais attention, il y a un truc dont on ne parle jamais en sport et qui est valable dans tous les sports. Quand on connaît le chemin, quand on connaît le chemin vers là où on va, c'est pas la même affaire que quand on essaye de conquérir là où on va. On a la chance d'avoir des Guada Boys qui connaissent le chemin, ils savent où aller, et et franchement, l'équipe, les 2 fois, et c'était pas évident, ils sont face à une tribune de 20 000 personnes, je sais pas si vous avez vu. Oui, j'ai vu. C'était pas évident, et les 2 fois, les gars, on sent que l'équipe, elle a l'objectif d'aller là où il faut aller. On le sent. Alors, c'est pas beau, c'est pas c'était pas éclatant. Du beau football, non, c'est pas beau, puisque de toute façon, on pouvait regarder le match sans le regarder. Personnellement, j'ai regardé en étant sur TikTok. C'est effectivement l'impression que j'ai eue. Mais on sait aussi que la sélection peut nous surprendre. Et je l'ai dit la semaine dernière, c'est une sélection qui peut nous surprendre. Les gars, je pense qu'on a passé le débat local, pas local. Les gars, quand ils se rencontrent, ils savent où ils vont. Ils ont un objectif. Angloma, ils savent aussi quoi attendre. Donc la sélection, elle est rodée. Par contre, c'est vrai que quand même, c'est 2 défaites contre la Martinique. Jean-Philippe veut ajouter quelque chose, Oui, je sens aussi qu'il y a un manque de cohésion entre les joueurs de Martinique et puis ceux qui viennent de l'Europe. J'ai l'impression que ce ne sont pas tous les joueurs qui arrivent à jouer ensemble. Il y a des fois, ça manque de fluidité, de transition. On a parfois un qui va essayer de faire la différence tout seul. Alors qu'effectivement, ce que la collègue de France Antilles disait, de France Antilles Guadeloupe disait, c'est que on sent que les joueurs, ils savent comment jouer ensemble, et je pense que c'est ça qui a fait la différence pour la Guadeloupe. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, si la Guadeloupe joue avec la Martinique, on peut espérer un autre résultat, Priscilla ou Non, Olivier? parce que c'est toujours un face-à-face extrêmement attendu. D'autant plus... Bon, c'est vrai que nos relations, et ça, j'en suis vraiment très contente, la nouvelle génération, en tout cas, on a des relations hyper apaisées avec la Martinique. Absolument. On n'est plus du tout... Ce qui n'était pas notre cas autrefois. On n'est plus du tout dans un phénomène d'opposition. Moi, je considère les Martiniques exactement comme des frères de la Caraïbe. Ce sont des frères de la Caraïbe. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. Cela dit,
Oui. Nous sommes dans un contexte sportif et ce n'est pas la même sauce. Ce n'est pas la même sauce. Il faut gagner. On a le même caractère, c'est-à-dire que, ok, peut-être que je vais mourir face à n'importe qui, mais contre toi, je ne vais pas mourir. Olivier? Non, en fait, il y a sur la différence entre la Guadeloupe et la Martinique. La Martinique a peut-être une avance dans la formation des footballeurs locaux. Oui. La Guadeloupe s'y est mise aussi, mais c'est un peu plus lent. Donc, mais la Martinique y va et pour avoir une équipe qui fonctionne bien, ça compte aussi. Oui. C'était pas prévu, mais juste une petite digression vers le cyclisme. Oui. Ça veut dire qu'autour de la Guadeloupe, c'est bientôt, en fait, d'ici quelques mois, les Martiniquais, parce qu'ils ont fait beaucoup de progrès au niveau du cyclisme. Hein. Oui, mais alors là, ils partent avec du retard quand même sur nous. Franchement, alors, honnêtement, c'est autant la Guadeloupe à apprendre de la Martinique sur la gestion du football, parce que clairement, au plan local, ce qu'on voit, on voit des choses incroyables. Oui. Alors, on ne les voit pas, nous, mais quand on traîne sur les réseaux sociaux, quand on voit des buts, on n'est pas sur la régionale 1 de Guadeloupe. Hein. C'est clair. C'est pas le même délire. Ouais. On a, je pense, des choses à apprendre de la Martinique, mais par contre, effectivement, le cyclisme, c'est toujours un peu notre truc. En plus, depuis 3 ou 4 ans, on est sur une progression folle des gars au local. Oui. Et le tour, effectivement, et c'est là où on peut rendre hommage à la vision de Frédéric Tobald. Il n'est pas tout le temps apprécié, mais en tout cas, de vouloir passer comme ça, sportivement un cap, il a vraiment réussi à faire en sorte qu'on pousse tous les gars vers la progression. On s'est beaucoup plaint de Sisté Crédito la dernière fois, mais on avait 2 petits gars, certes il est de la Guyane, mais on avait quand même Damien, 2 petits gars qui résistent. Bon, c'est que quand les gars se lèvent, on n'est plus là. Mais quand ils sont assis, on est toujours là et on n'est pas pro. Donc c'est super intéressant. On peut apprendre, les 2 îles peuvent apprendre l'une de l'autre. Alors, on va dans le dernier sujet. La semaine dernière, il y a eu une grève de toute l'intersyndicale, parents d'élèves et enseignants, contre la suppression des postes au regard de la démographie qui est en train de baisser. A priori, le rectorat ne voulait rien entendre. Et puis là, on apprend que depuis 2 jours, qu'en fait, il y aura une commission qui viendra ici enquêter pour la 9e fois. Il y a une réunion avec tous les politiques et les organisations syndicales. Résultat des courses, peut-être qu'on va geler la suppression des... Je dis peut-être, hein, parce que rien n'est encore gagné. Il n'y a pas eu de grève dans l'enseignement au niveau de la Martinique ces jours-ci, non ? Non, pas ces jours-ci. Il y a eu, on va dire, des mobilisations, mais pas une grève. Alors, donc, est-ce que les 89 postes, à ton avis, vont être supprimés ou bien on va attendre, on va les geler ? Il est souhaitable de toute façon qu'on revienne sur cette décision-là, les geler, parce qu'on ne peut pas, la dernière fois on en parle, on ne peut pas raisonner sur uniquement du quantitatif concernant l'enseignement en Guadeloupe, qu'on connaît les difficultés de ce secteur-là depuis des années. Il y a beaucoup de retard à rattraper, on a beaucoup de difficultés, on a encore des classes surchargées, il y a des zones à problème, et puis le pourcentage... Et beaucoup de professeurs absents, souvent pas remplacés. Voilà. Si on tient compte uniquement de pourcentage, on ne va pas s'en sortir, puisque les situations, il y a de grosses disparités entre les communes et les écoles, on n'est pas du tout dans la même situation, et ça n'est absolument pas sérieux qu'on se dise, bon, ça a diminué de 0,3%, ben bon, ça correspond à tant de profs, on le fait, ça peut pas être mathématique, on ne peut pas avoir une progression algébrique comme ça, c'est pas sérieux. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même se féliciter du fait que cette fois-ci, tout le monde était d'accord. On avait les parents d'élèves, les enseignants, les politiques, les élus se sont mobilisés pour réclamer, pour exiger que ça ne soit pas appliqué, qu'il n'y ait pas de suppression de poste. Et puis il y a quelque chose c'est pas nouveau, mais on l'a affirmé encore, que lorsque les gens passent des concours, des gens qui connaissent le milieu, qui peuvent enseigner, qui souvent ont été longtemps enseignants d'ailleurs, parfois contractuels, passent le concours, soit ils font le stage là-bas, et même quand ils font le stage, on les envoie à Perpète-les-Oies ou en banlieue parisienne, alors qu'on a besoin de ces enseignants-là ici qui connaissent l'environnement et d'autres personnes les remplacent. Ça n'est pas très sérieux parce qu'on a besoin d'une vraie territorialisation, que les gens qui connaissent leur environnement puissent enseigner et puissent proposer des choses nouvelles. Et puis la dernière chose, pourquoi on a encore besoin d'une commission, comme si les syndicats, les enseignants, les associations de parents d'élèves ne connaissent pas la situation de la Guadeloupe. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Ils sont satisfaits. Qu'on demande à quelqu'un de venir constater quelque chose que tout le monde voit. C'est un peu comme si on demandait à quelqu'un de venir regarder
de leur niveau du sucre dans la canne. Tout le monde sait comment ça marche. Je sais pas. Non, c'est vrai. C'est à la limite du ridicule, cette affaire-là. Il s'agit simplement de légitimer une décision. C'est pas très sérieux. Ouais, c'est un écran de fumée. Et à la limite, ça décrédibilise, y compris la rectrice. La rectrice, oui, c'est pas, mais oui, c'est pas très tout sérieux. Le monde sait que l'état des professeurs, l'état de l'éducation nationale, tout le monde le connaît, les gars sur le terrain connaissent. Et en plus, avant d'en arriver à 2 jours de grève, quand même, ils ont alerté, ils ont tracté, ils ont publié des données. Donc tout ça, le rectorat ne l'ignore pas, mais en réalité, tout ça dépendra de quoi? On parle de l'éducation nationale. C'est un ministère lourd de la France, dans une France... Enfin, qui a changé quand même 5 ministres depuis Macron. Avec des réformes inapplicables. Oui, avec illisibles, inapplicables, totalement inapplicables. Incompréhensibles. Faut voir avec quoi les gars ils travaillent. Et tout cela, pour moi, c'est un écran de fumée. Ça va se jouer en France, tout ça. On le sait. Une énième réforme annoncée ce matin. Oui, il y a encore une réforme. De la formation des enseignants, annoncée par le Premier ministre. Donc, sur ça, mais pour revenir à la politique de ces postes, la politique du chiffre, le problème, c'est que pour des raisons d'efficacité politicienne, les hommes et femmes politiques font de la politique sectorisée. C'est-à-dire qu'on va prendre des décisions dans tel domaine, mais il n'y a pas de globalité. On ne peut pas donner une orientation en disant qu'il faut lutter contre l'échec scolaire, qu'il faut lutter contre la délinquance, contre l'illettrisme, contre le narcotrafiquant, et d'un côté enlever une structuration de la société guadeloupéenne et penser qu'il n'y aura pas de conséquences sur les autres domaines. Il faut avoir une vision globalisée. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens en réalité. Et nous en souffrons et nous en souffrirons. Les incohérences actuelles des orientations du gouvernement français nous mettront uniquement dans une sorte de brouillard et la solution... On l'est déjà. Nous sommes déjà dans le brouillard, mais la solution, c'est d'en proposer au local et d'en faire monter. Il faut changer le logiciel parce que le logiciel, il a changé. Mais non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et puis ça devient important. On a des gamins qui... Enfin, on se rend compte quand même que l'usine centrale, j'aimerais vraiment... appuyer sur ça, Dani. Vraiment, donne-moi 2 minutes. Oui, je donne 2 minutes. L'usine centrale, c'est un super projet. Vous vous rendez compte que les Guadeloupéens ne disent rien, mais il y a des gamins, et nous on le voit au sport, qui ne mangent pas. Oui, je sais. Il y a des gamins qui ne mangent pas en Guadeloupe, où il y a des manques qui se perdent. Il va falloir réellement, c'est une urgence, on ne peut pas se contenter. Il y avait un dernier rapport de l'INED. On ne peut pas se contenter de 20% de réussite sur chaque enfant qui part en France. C'est clair. Ce n'est pas possible. On est en train de parler, vous voyez qu'en France ça ne fonctionne pas. Il est temps de porter manœuvre au local parce que c'est des vies de gamins, c'est des vies de jeunes Guadeloupéens qu'on va gâcher. Et pas seulement des jeunes. Et pas seulement des jeunes, des vieux qui n'ont pas de solution. Je vois tous les jours des gens qui fouillent dans les poubelles et je suis assez étonné. Et des gens qui regardent, et des gens qui troquent sur les réseaux sociaux, donne-moi des pâtes par-ci, des trucs par-là. Les gens sont dignes, ils ne montrent pas leurs difficultés. D'accord? En Guadeloupe, on a une dignité, mais elles sont réelles. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait le airprac que les gens ne sont pas dans des situations pires. Vous savez que dans certains clubs de sport, ils sont obligés de prévoir des repas pour leurs enfants. Il faut vraiment être clair. On peut rigoler avec nous on va mourir bientôt, mais les gamins qui sont là, qui arrivent, moi j'aimerais que mon fils vive en Guadeloupe, fasse son sport en Guadeloupe, parte et revienne. Là, aujourd'hui, rien ne l'assure. Il est temps de se mettre au travail, parce que c'est pas la France qui nous donnera quoi que ce soit. On t'écoutera. Alors, c'est le dernier mot et on se quitte là-dessus. Le film Zion fonctionne bien. Qui ne l'a pas encore vu? Moi, pété. Ils ont pas un vrai film, là. Mais c'est complet. C'est complet. Ah, c'est complet. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Alors, je vous annonce qu'il y a un autre film qui va sortir, Fanon. Qui sort le 4, et c'est un film fait par Barney, et sur une personnalité martiniquaise qu'on connaît bien, mais qui a dépassé le cadre de la Martinique. Je l'ai déjà vu le film. Oui, c'est à voir. C'était une interview de vous d'ailleurs. Oui, j'ai une interview dans CCN qui n'a pas vu, mais c'est à voir le film. Donc vraiment, alors là, le cinéma made in Guadeloupe, ou made by les Guadeloupéens, il va à un bon niveau. Et tu as vu le Zion déjà? Non, pas encore non plus, Jean-Philippe? Non? Non, je n'ai pas encore vu. Il faut le voir, il faut le voir. Voilà, ben c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie Jacques Dancal, Olivier Lancien qui sont là, Priscilla Romain,
qui est là aujourd'hui, et Jean-Philippe Meurthe depuis la Martinique. Et je rappelle donc son néo-confrère du BMG, du Bocantage. Alors il faudra qu'on change le nom. C'est Bocantage médiatique guadeloupéen. Pour nous crier Caribéen. Oui, bon, à partir d'aujourd'hui, on va le changer le nom, il va s'appeler Caribéen. Merci en tout cas, Jean-Philippe, depuis la Martinique. Merci notre réalisation Zéro Faute de Jordan aujourd'hui. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'émission, puisqu'il y a encore 2 invités. À tout de suite. Voilà, il est 13h34, le BMG est fini. Nos 2 prochains invités sont là. Véronique Réveillé, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes venu parler d'un sujet que je connais bien. Vous êtes secrétaire de Caribule News, bonjour et merci. Bonjour. Patrick Henry, président de Noyau. Je crois qu'il fait 70e, 50e, 70e année d'exercice du palais, oui. On en parle dans un instant. On revient un petit peu à la mi-carême, puisqu'il y avait des chars hier. Il y a eu aussi un incident à Washington, puisqu'il y a un jeune homme qui a été blessé. Il y a eu beaucoup de bagarres. Comme d'habitude, chaque fois, quand on va le gagner, il est chaud. Mais là, c'était un peu plus calme, le char de la mi-carême. Yannick Valder était sur place, on regarde. C'est un char animé, il y a de la musique dessus. Le principe, il est simple. Il y a du monde derrière, il y a de la musique tout au long du parcours. Et on s'ambiance sur un parcours prédéfini. Le concept du char, il est simple. C'est-à-dire qu'il faut mettre en valeur effectivement la mi-carême sur le territoire de Belmao et amener effectivement de l'attractivité, de l'animation sur le territoire, puisque la mi-carême se meurt. D'accord ? Donc c'est une nouvelle manière effectivement de consacrer effectivement un temps sur le carnaval à cette période justement de carnaval qui est la mi-carême. Donc à la base, la mi-carême, c'est le carnaval. Et nous, on a décidé d'organiser le char, d'instaurer ça pour la mi-carême un petit bout. Et voilà, on avait fait l'année dernière en 2024, ça s'est super bien passé. Et on a décidé de renouveler et cette année, ça. Donc on fait en sorte effectivement de toujours garder cette attractivité, cette animation qui est la mi-carême, en rouge et noir, bien évidemment. Et on invite toujours la population à participer avec nous. Donc on a commencé un travail avec le char, puisque les groupes très souvent ne défilent pas, il n'y a pas de défilé comme à l'accoutumée pendant la période carnavalesque proprement dite. Donc une nouvelle manière effectivement d'amener cette attractivité et effectivement d'amener aussi cette attractivité économique, puisque ça permet effectivement un certain nombre de valoriser le carnaval, mais autrement. Alors, je ne sais pas si vous le savez, je le dis aujourd'hui, parce que moi, je l'ai appris récemment, c'est seulement en Guadeloupe qu'on fait la mi-carême. Ça n'existe nulle part autre, ni en France, ni en Martinique, ni nulle part, ni dans la Caraïbe. Et c'est le pape, dans les années au 19e siècle, qui a décidé, sur la demande des catholiques de la Guadeloupe, d'offrir le jour de mi-carême comme un jour... Une trêve de sacrifice. Trêve de sacrifice. Bien. Alors, on va parler de choses plus gaies, puisqu'on va parler un petit peu de Caribule. Bonjour, Madame Réveillé. 2 petits mots sur quelque chose que je ne sais pas. Bonjour. Alors oui, Caribule, je suis là pour parler de Caribule en tant que secrétaire de l'association. Et Caribule étant en plein bifort, puisque le festival aura lieu entre le 8 et le 13 avril prochain. Et avant ces grandes dates, en fait, on donne rendez-vous à la population dans les centres commerciaux, au fort d'Elgrès également, et aussi... nous mettons en place tout ce qui est, par exemple, le concours, parce que ça fait partie des biforts. Caribule, c'est 2 concours, un concours de créateurs de BD et aussi un concours cosplay. Oui. Et je voudrais aussi un petit peu m'attarder sur le concours cosplay parce que c'est... Qu'est-ce que c'est le cosplay pour les gens qui ne savent pas? Alors, le cosplay, en fait, c'est le fait d'incarner le personnage d'animé ou de manga qui nous plaît, qui nous fascine. Donc, on décide de porter son costume, de porter sa perruque, de se maquiller comme lui. Et on vous invite à faire cela et à venir défiler, vous montrer, vous déambuler le 5 avril à Destreland avec nous, juste pour partager une passion. Partager une passion, la passion du manga, la passion de l'animé, et tout ça dans la bonne humeur. Mais ça s'adresse à tout le monde ou pas? Alors, le concours cosplay s'adresse aux
14 ans et plus. Oui. Donc, pour les mineurs, naturellement, il faudra une autorisation parentale. Et tout est disponible sur notre site internet caribule-bd.com et également sur notre page Instagram où vous pourrez vous inscrire. Comment ça se passe? Il faut s'inscrire, L'inscription est assez simple. Hein. Donc, vous mettez en tenue cosplay. Vous choisissez votre cosplay, votre animé, vous choisissez votre personnage préféré, vous faites une photo et vous postez cette photo-là sur notre page Instagram. Et en fonction de l'interaction qu'il aura sur cette photo postée, vous serez probablement l'élu pour défiler le samedi 5 à Destreland. Alors, quand il y a un concours, on pose toujours la question, qu'est-ce qu'on gagne? Alors, on gagne, et pas n'importe quoi, hein, parce qu'à Caribule, cette année, c'est Caribule by le département. Donc, on a voulu faire grand pour cette première édition et offrir un billet pour aller voir la Japan Expo qui aura lieu en juillet en France, à Paris précisément. Donc le rendez-vous est pris pour le 5, c'est ça? Alors, nous donnons rendez-vous pour le show final le 5, mais c'est dès maintenant que nous encourageons les fans de cosplay à s'inscrire, puisqu'il faudra que pour le 31 ou plus tard, que toutes les inscriptions soient closes et pour que nous sachions combien combien de personnes qui va se prêter au jeu de ce concours. Donc, vous avez jusqu'au 31 de ce mois de mars pour pouvoir vous inscrire sur la page Facebook et Instagram de Caribule. Donc, le principe est simple. Quand vous avez posté votre photo, les followers de la page iront liker votre photo, vont partager aussi, feront aussi leurs commentaires, et c'est en fonction du nombre d'interactions qu'on verra qui sera sélectionné pour la grande finale. Donc, tous à vos Instagram, c'est ce que j'ai envie de dire, hein, à vos Instagram, et que le meilleur gagne, et rendez-vous le samedi 5 avril à Destreland. Ça, c'est une première partie, un premier rendez-vous qu'on propose. Oui. Et nous avons aussi, bien comme il est question de Before, donc il y a plusieurs manifestations que nous positionnons en amont du festival, notamment le rendez-vous que nous donnons dès demain au centre commercial des Abîmes, à Milinis, où nous aurons toute une série d'ateliers. Nous aurons également pas mal d'animations, toujours autour du manga, autour du cosplay également. Donc nous invitons la population, les fans de Caribule, à nous rejoindre demain à partir de 14h au centre commercial. Bien, merci Madame Caribule. Et les 13h42, on passe tout de suite à autre chose, puisqu'on va célébrer autre chose. C'est pas Caribule, là c'est le 70e anniversaire de Noyau. Alors expliquez-nous, Monsieur Vérigny, bonjour. Comment est née cette association? Tu avais fait une Caribule avec Plantu à l'époque, non? Oui, aussi. Ok, ouais, ça fait déjà une trentaine d'années déjà. Ouais. Eh bien, Noyau, c'est une association qui a été créée spécialement, parce que c'est le nous et c'est le yo, en fait, c'est pas le yo et nous, c'est le nous et yo, c'est-à-dire que nous, il y a des gens qui sont indépendants, un peu comme toi, je veux dire. Il y a des gens qui sont indépendants et qui comprennent, je n'ai pas dit indépendantiste, j'ai dit indépendant. J'ai bien compris indépendant. C'est-à-dire que, bon, voilà. Et donc, ces gens-là, en principe, mais en général, bon, ils préfèrent quand même, autant que possible, quand même garder le secret sur leur stratégie, sur ce qu'ils ont l'intention de faire. Bien, donc, ce sont des choses, qu'en fait, qui sont tout à fait normales. Toutes les communautés qui sont installées en Guadeloupe se réunissent quelque part. Et puis, nous, en fait, à Noyau, on s'est dit, mais tiens, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen, en fait, finalement, pour qu'on puisse se réunir quelque part qui soit secret, qui soit à nous, qui ne soit pas ni politique, ni religieux, ni quoi que ce soit. C'est toujours dans le cadre de la loi 1901. La loi 1901, c'est-à-dire que la loi de 1901 est un contre-pouvoir, mais ce n'est pas forcément contre le pouvoir. C'est-à-dire un contre-pouvoir, donc on fait affaire en nous. Voilà. Donc, on a découvert qu'en fait, que nous avons un palais. Si c'est Tao Point, c'est pas Tao Kitei. Et nous avons un palais, et ce serait bien en fait que ce palais puisse soit le. De toute façon, c'est pas qu'il sera le palais du peuple. Il est le palais du peuple, puisque nous l'avons. La Guadeloupe elle a décidé juste après l'esclavage.
hein, des Guadeloupéens. Il y avait M. Archimède, M. Crespin Archimède, M. Théophile, etc. Et ces gens-là ont décidé de faire un palais. Vous voyez, ils ont fait une assemblée générale de toutes les mutuelles de la Guadeloupe. Il y en avait 53 sur 32 communes. Ça veut dire qu'il y a des communes, il y en avait 2-3. Donc 53 communes, toute l'archipel, hein, je dirais, la Désirade, Marie-Galante. Et ils ont décidé de lancer une souscription en 1910. Et en 1944, ils ont mis la première pierre. C'est-à-dire que les gens qui ont décidé ça savaient qu'ils seraient morts avant la première pierre. Ils ne l'ont pas vu. Et donc on a construit de 44 jusqu'à 55. Les travaux ont été ralentis parce qu'il y a eu des problèmes, etc., au niveau marécage, etc., et tout, il fallait combler, il y avait tout un truc. Donc, tout l'argent à cotisation, là, était passé à combler, machin. Et donc, on est arrivé au rez-de-chaussée. Et c'est resté pendant des années, des années, des années. Et finalement, les artisans ont continué le travail en trou de main. Ils ont fini. Voilà une épopée, une histoire magnifique. Et tu sais comment on appelait le palais? C'est bien pour un manga, ça. Tu sais comment on appelait le palais à l'époque, en 1955, quand il a été ouvert? Non. Il s'appelait Corée. Corée. Et pourquoi il l'appelait Corée? Non, mais il y a une imagination. Pourquoi il y a Corée? En cas, il y a Corée. Si on a habillé, machin, vous voyez ça, tel linge à fabriqué localement, tel collier chou à soulier à fabriqué localement. T'es importé. Et à partir de là, le trac est Corée parce qu'il n'y a pas assez l'argent pour te mettre potes et finettes. Ah, donc, il y a des cas Corée, il y avait planche. Ah, d'accord. Non, mais voilà une histoire. Il était Corée. Il y a des cas Corée. Alors, après, pas en bâtiment. Si tu es décoré, il était tombé. Non, ça ne sort pas en décoration, en manga, il décoré. Donc, c'est-à-dire que ça serait bien pour nous toujours penser qu'en fait, ça serait bien de projeter image à Guy Corneli, image à vélo, image à toutes ces boucles-là qui fait des vies extraordinaires en Guadeloupe, pour y projeter image à eux, pour que la jeunesse voit en permanence des Guy Conquête, des mondes, voilà, des Guadeloupéens qui fait des bitins, voilà, pour nous pas dire comme quoi que Ben Bricho, c'est Admiralty qui fait chanson là. Même si Admiralty, pas j'indique que c'est lui qui fait chanson là. Donc tout ça pour dire que nous n'y en mémoire. C'est-à-dire qu'un peuple sans mémoire et un peuple sans racine. Je veux dire, donc voilà. Donc la Guadeloupe, pour moi, son pied-bois. Maintenant, si vous coupez pied-bois là, ces fruits-là, il aura mort. Et qui j'en ai fait 70e là, qu'est-ce qu'on prévoit? Nous pas fait grand-chose. C'est-à-dire que nous avons distribué un prospectus en Larila. Malheureusement, il y a un peu à terre là. Nous avons distribué un prospectus en Larila et c'est tout. Bon, c'est mon a dit oui ou non. Oui, ça nous intéresse. Ah ben tiens. Oui, ça nous intéresse, oui, ça ne m'intéresse pas. Si ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Qu'on mette en croix non. Ou alors si c'est oui, qu'on mette en croix ah oui. Et je vais commencer à distribuer. Ah oui. Donc, ah oui, mais attends, mais c'est mon très content. C'est mon très content, parce que ça fait longtemps qu'ils attendent ça. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les. Il y a plus de gens qui pensent qu'ils te savent. Qu'ils n'ont pas les propriétaires. Donc c'est pour ça que marqué mamie propriétaire, chanson là qui a dit mamie Alzheimer. Ok, mais là, mamie propriétaire. Et propriétaire du palais, donc ça veut dire que par héritage, alors, mon Dieu, mais ça c'est. Il y a un travail là, mais à partir de travail en coup de main. Mais il y a un travail là, tu vois. Non, Guadeloupéen. Pas connaître, pas savoir, hein, puisque bon, en cas possible, il a voyagé 10 fois plus que moi, en pas connaître sinon pays dans la Caraïbe qui j'ai monté à niveau là, ça. On palais, c'est-à-dire le palais du peuple, c'est pas le palais du gouvernement. C'est à part l'État, à part la mairie, à part la région, à part le département. Non, la région n'a pas existé à l'époque. C'est les Guadeloupéens qui font habiter à eux. Donc, il est important en 40 ans dans l'âge. Pas ça pour vous, hein. Vous avez petit coup les verres là, quand on est plus jeune que moi. Mais je dis que au café plus jeune que moi. Bon, mais je dis que quand tu as madame, alors là, c'est Timouna. Et donc, est-ce que nous peignons côté qui pas forcément EHPAD? Que voilà, nous pouvons faire, même à 65 ans, ça peut être là, ça pour grand l'âge. Que chanson-là d'Édouard Benoît, en fait, à l'époque de Manuel Lapoche, nous aurons un jardin rempli de fleurs, c'est-à-dire mettez des fleurs qui sentent bon, c'est-à-dire la jeunesse, quand même, peut-être plutôt énervée tout le temps, mais au moins montrer un bitin quand même pour puis respirons, bitin, puis sentir quand même, voir des Guadeloupéens là, voilà, les anciens, mamie, oui, mamie, bonjour mamie, etc. Voilà. C'est important, il faut que les anciens peignent côté Kitayo, et à partir de là, les seniors, c'est-à-dire ça nous rappelle les capables, en fait, capables, commerçants, agriculteurs, pêcheurs, artisans et bureautiques. Parce que fonctionnaire bureautique. Donc à partir de là, il n'y a pas que fonctionnaire qui est bureautique. Hein, bon, voilà. Et donc voilà, et donc les capables, rassembler eux, et à partir de là, les capables seniors, aider
les capables juniors, puisque les capables seniors, c'est ni avocat qui est retraité, ni ingénieur, ni notaire, ni de tout, ni plombier, maçon, etc. Que nous aidions, voilà. Donc c'est là que pour nous, ça c'est proposition à nous, hein, bon, d'autres monde peut-être ni d'autres propositions. Heureusement quand même, hein, nous pas fait en série. Et donc on va continuer à distribuer prospectus là. Bon, demain normalement samedi, bon si nous trouvons monde pour aider nous pour distribuer prospectus là, parce que bon ça c'est un travail bénévole. Bon, enfin nous que baillons une monnaie. Bon si c'est les SDF nous que baillons monnaie. Bon et voilà comme ces cartons là nous te mettent à la machine, nous payons. Pays ni banderole on en a ça. Pardon? Pays ni pour banderole. Ah oui, c'est banderole là, j'ai commencé à poser. On pas mettre grands affaires banderole parce que nous pas ni budget, c'est-à-dire que ça c'est un butin qui a fait entre nous-mêmes quoi en fait, hein, c'est entre nous-mêmes, chaque monde, Patrick Saint-Éloi, chaque monde qui a fait, ça y peut faire. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas ni politique là-dedans, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes, c'est entre nous. C'est important. Et c'est, enfin, on connaît, ça pas. Le bénévolat. Le bénévolat. Bénévolat. C'est-à-dire que l'argent, ok, il faut qu'on peut équilibrer. Mais si on équilibrer l'argent là, avec force bénévole à Guadeloupe, parce que Guadeloupe est un bénévole. Guadeloupe est un bénévole, gars, carnaval là. Ouais. Pas dis-moi qu'on ça, on a payé. Effectivement. Oh, Guadeloupe est un bénévole. Ça c'est vraiment le pays du bénévolat. Ni un esprit vraiment. Donc, à partir de ce moment-là, on nous matérialiser à dans bâtiment-là. Parce que quand même, excusez-moi, quand il gosse à ces murs-là, et attention, bon, normalement, nous pouvons faire un quiz avec ça. À pas, c'est béton coulé. Et à pas tuf. C'est pierre de rivière. Donc, ils ont traversé la rivière Salée pour aller chercher ça en montagne-là, la route de traverser pour tout cas exister. Et donc, ça veut dire qu'à part rivière Zabim, qu'ils aillent chercher pierre de rivière. Comment? À part critiquer nos Zabim. Hein? Donc, à part rivière Zabim. Donc, il est clair que il y a un effort inimaginable pour construire un béton comme ça, entièrement pierre de rivière, entièrement en béton, coulé. C'est comme les pyramides en Égypte. Donc ça veut dire que là, donc voilà, absolument. Ah, merci. Merci. Nous n'y sommes nous. Et donc, M. Corbin, garçon à Michel Corbin, à Gérard Michel Corbin, qui est architecte aussi, comme papa, puisque Gérard Michel Corbin, c'est qui fait l'aéroport, avec Amarias, c'est qui fait le cœur de la place de la Victoire, dans ses premiers bitins, il fait en 1930. Okay? Et voilà, donc ils font un paquet de bitins. Donc c'est que, voilà, donc quand ils mettent Gérard Michel Corbin à l'honneur, nous peut-être pas mettre à l'honneur à 8 heures, parce que 8 heures c'est vraiment trop tôt, mais dans la journée, nous quand on gerbe, pour nous déposer un gerbe, aller tomber, et à partir de 10 heures, qu'ils nous ont causé. Bien, voilà. Patrick Nérigny, merci, et bon force pour nous à yo. Et donc, je peux arriver jusqu'au centenaire. 9h à 15h. Mais peut-être, imaginez que nous arrivons à centenaire. Je peux arriver à centenaire. Je peux arriver à centenaire. Je suis en radio, ça, pour que vite, on va montrer mon vite. Mais, quoi, le journal là, ça, c'est un journal qui apparaît en Martinique. Ce journal, le Parti communiste martiniquais, 1920-2020. Il a 105 ans, et il a toujours. Donc ça peut arriver. Et l'autre jour, l'année passée, le Parti communiste guadeloupéen... L'étincelle, voilà. Célébré 80e l'année à eux. Donc je peux arriver à 100 ans, porter force. Mais nous inviter le LKP, nous inviter l'UGTG, Marcin, tout le monde invité, parce que nous pas dans... Nous un drapeau blanc, ça veut, pour des mondes, ça veut dire... La paix. Tu te rends. Ouais. Non, pas forcément la paix, mais le drapeau blanc, ça veut dire négociation. Pour mettre le drapeau blanc, normalement, nous avons arrêté tirer. Nous avons arrêté de tirer un moment pour discuter, négocier. Négocie. Oui. Négocier, pourquoi pas négocier? Ok. Président Seconde, on a le temps rapidement de regarder le dernier sujet, la réunion du quartier de Sainte-Anne. C'était un sujet de Michel Depape. C'est parti. On voit aussi M. Nérigny, on voit aussi Mme Caribule. Et à très bientôt. Nous sommes aux 3e réunion de quartier pour échanger avec la population, pour voir la fonction de ce comité de quartier, la relation que nous avons avec le comité d'agglomération La Riviera du Levant, avec les satellites qui est les syndicats, qui sont les syndicats Sinoval, SMT, MCCAG et évidemment Sinoval. Il s'agit d'un conseil de quartier. Donc c'est l'occasion de proposer aux résidents de la section de se joindre à ce conseil, de façon à discuter des problématiques des quartiers, de faire des propositions de façon à améliorer leur mieux-être sur le territoire. C'est également l'occasion pour ces habitants de nous faire remonter leurs doléances. Il y a beaucoup de remarques, il y a des problématiques qui se posent sur le territoire, donc c'est l'occasion aussi
pour eux d'échanger avec eux à propos de parfois des dysfonctionnements ou voire même aussi des félicitations par rapport à l'évolution de ce quartier. C'est une réunion d'information tout simplement et pour échanger avec la population parce que souvent la population ne savent pas des fois les compétences qui ont été transférées alors et donc nous voulons effectivement les informer de façon de comment fonctionnait la municipalité. Voilà. Voilà, il est 13h54. Madame Caribul, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, juste pour inviter les scolaires et les CLSH à notre bifort qui aura lieu au fort d'Elgrès le 2 avril, donc mercredi prochain. Donc, pour qu'on puisse être d'accord tous ensemble, dire que Caribul, c'est une affaire régionale. Donc, du coup, on vous attend au fort d'Elgrès, mercredi 2, à partir de 9h, nous serons là jusqu'à 17h. D'accord. Un dernier mot? Oui, c'était juste pour dire, nous ne parlons pas des mutuelles lundi. C'est un dossier dont on parlera par la suite, un dossier qui est important. D'ailleurs, l'UGTG, etc., a des idées très intéressantes sur cette question, sur les mutuelles liquidées. D'accord? C'est très important, puisqu'ils ont toute une batterie de juristes, etc. Mais là, pour l'instant, on va parler uniquement du palais, du bâtiment. Voilà. Bien, voilà. Alors, je rappelle que depuis le début de la journée, enfin 12h30, on a reçu Jacques Dancal, Olivier Lancien, Priscilla Romain, journaliste de France Antilles, Olivier Lancien, journaliste de Guadeloupe Première, Jacques Dancal de Nouvelle Semaine, et un journaliste martiniquais, Jean-Philippe Merthe, qu'on avait en Zoom. Avec eux, on a fait un petit peu le point sur l'actualité du CHU, des municipales à Sainte-Anne, de la Guadeloupe qui a gagné, les Guadaboy qui ont gagné la Gold Cup, et le problème de l'éducation. Et ensuite, nous avons reçu Véronique Réveillé, Madame Caribul, et Patrick Nérini, Monsieur Président de Noyau. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie de votre attention. On se retrouve lundi pour une nouvelle séquence du ZCL. Et comme tous les vendredis, on dit là, on prend la route, pas bon, la goutte. Voilà, il bout pour jeudi là. À lundi. Pas dégoûté, nous.